Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Très honoré de vous retrouver encore une fois pour aborder cette fois-ci une autre suite de cours sur l'immunologie qui s'adresse à la 3e année de l'enseignement collégial parcours international. Dans cette vidéo, on va aborder les dysfonctionnements du système immunitaire. Comme vous le savez déjà, le système immunitaire de l'homme est conçu pour défendre l'organisme contre les agressions des agents pathogènes. Mais il arrive des fois que ce système échoue dans cette réponse immunitaire et présente des dysfonctionnements. Dans cette vidéo, on va évoquer deux dysfonctionnements essentiels. On va parler dans un premier lieu de l'allergie et dans un deuxième lieu de la déficience du système immunitaire qui est causée par le virus de SIDA, VIH. Commençons tout d'abord par l'allergie et par sa définition. L'allergie se définit comme une réaction de défense excessive et non désirée du système immunitaire en réponse à des substances ou bien à des antigènes qui sont normalement inoffensifs. L'agent responsable de l'allergie, c'est ce qu'on appelle allergène. On va connaître à partir de cette diapositive des exemples d'allergènes et leurs actions. Donc, comme vous connaissez déjà mes chers élèves, il y a beaucoup d'allergies. Il y a des allergies qui touchent le système respiratoire. On les appelle allergies respiratoires et ils sont causés par des agents qui s'appellent les allergènes. Par exemple, il y a des allergies qui sont causées par des pollens de plantes à des personnes, des acariens, voilà, des poils d'animaux, des plumes d'oiseaux, des moisissures, etc. Il y a aussi des allergies dites alimentaires. Elles sont causées chez quelques personnes par le lait, des poissons, des crustacés, des œufs, des arachides et des fraises. Il y a aussi des allergies qui sont dues à certains venins, comme les piqûres d'insectes, des abeilles, des guêpes, des frelons, des méduses, etc. Il y a des allergies cutanées. Contact avec le latex, par exemple, il peut causer une allergie cutanée. Contact avec des produits chimiques, des lessives, des métaux, des cosmétiques, des médicaments, etc. Les symptômes causés par exemple par l'allergie respiratoire, nous avons par exemple le rhume de foin, la rhinite, le nez qui coule, des larmoiements, des yeux rouges. Nous avons l'asthme, de la toux, des difficultés à respirer. Donc, ces symptômes de l'allergie, ce sont les symptômes de l'allergie respiratoire. Nous avons les symptômes associés aux allergies alimentaires, des urticaires, des vomissements, de la diarrhée, des maux de ventre, du gonflement, œdème, etc. En ce qui concerne les allergies dues à certains venins, nous avons des gonflements, de la rougeur de la peau, difficultés à respirer, etc. Allergies cutanées, de l'eczéma, de la rougeur de la peau, de démangeaisons, etc. Donc nous avons à droite ici les allergies et les allergènes, et à gauche plutôt ici nous avons les allergies et les allergènes, cela veut dire les agents qui causent l'allergie, et nous avons vers la droite ici, nous avons les symptômes de l'allergie. Donc pour exploiter le précédent document, on doit répondre à la question suivante. Citer les différents types d'allergies et citer quelques exemples d'allergènes qui en sont responsables. Donc comme j'avais déjà dit, nous avons des allergies respiratoires, des allergies alimentaires, des allergies
dues à certains venins et des allergies cutanées, cela veut dire de la peau. En ce qui concerne les allergènes ou bien les agents responsables de l'allergie, nous avons par exemple les grains de pollen, le pollen de plantes, par exemple en saison de printemps. On assiste à l'augmentation de la quantité de grains de pollen dans l'air. Quand les personnes allergiques inhalent ces grains de pollen, elles présentent des symptômes de l'allergie. Donc ces personnes sont dites des personnes allergiques au pollen ou bien aux grains de pollen de plantes. Nous avons des acariens, nous avons des poils d'animaux, comme par exemple les poils de chat, nous avons les plumes d'oiseaux, quelques produits chimiques, cosmétiques, etc. Maintenant, comment peut-on identifier l'allergène responsable d'une allergie donnée? Pour ce faire, on a recours à la réalisation de ce qu'on appelle un test cutané, un test qui se réalise sur la peau. Comment? Pour ce faire, une goutte ou un extrait des allergènes, suspect d'être la cause de l'allergie, est déposé sur la peau de l'avant-bras ou du dos du patient. De petites incisions sont pratiquées sur la peau pour que l'allergène pénètre plus facilement. Après 10 à 20 minutes, si une inflammation apparaît avec rougeur et gonflement de la peau, le test est positif et le patient est allergique à la substance testée. Donc le principe de test cutané, c'est le suivant. Donc on marque au niveau de la peau de la personne allergique à une substance inconnue et on fait l'incision, ou bien on dépose sur la peau de cette personne-là un ensemble d'agents qui peuvent être responsables de l'allergie sur cette personne-là, mais on ne connaît pas exactement quelles sont les substances responsables de l'allergie. Donc quand on fait l'incision de différents agents suspects d'être responsables de l'allergie au niveau de la peau, on les dépose sur la peau, on attend un certain temps, de 10 à 15 minutes. Si l'agent est le responsable de l'allergie, si l'allergène par exemple existe au niveau, est une substance que nous avons déposée sur la peau de cette personne-là, il y aura apparition de symptômes, de rougeur, de gonflement de la peau, etc. Et à ce moment-là, on choisit, ou bien on sélectionne l'allergène qui est responsable de l'allergie chez cette personne-là. Donc, ce test appelé test cutané peut être réalisé sur l'avant-bras ou bien sur le dos de la personne allergique. Pour exploiter ce document-là, on doit découvrir comment se réalise l'identification de l'allergène. Donc, c'est ce que j'ai déjà expliqué. Donc, l'identification de l'allergène, qu'est-ce que ça veut dire un allergène? C'est l'agent qui cause l'allergie chez une personne. Donc, comment? C'est par la réalisation d'un test cutané, un test sur la peau, que ce soit de la peau de l'avant-bras ou bien la peau du dos de la personne. Maintenant, quelles sont les étapes de la réaction allergique? Comment se fait la réaction allergique? Sachant que la réaction allergique, c'est un dysfonctionnement du système immunitaire. Cela veut dire que le système immunitaire, il réagit à un allergène, à un agent, à une substance qui n'est pas toxique, par exemple, qui n'est pas vraiment un antigène pathogène. Donc l'allergie, comme l'indique le document suivant, se passe en deux étapes. Donc la première étape, c'est le premier contact avec l'allergène. Donc cette phase-là, elle s'appelle la phase de sensibilisation. Par exemple, un grain de pollen qui pénètre dans, par exemple, l'appareil respiratoire ou bien à travers le nez de la personne allergique et réussit à pénétrer à l'intérieur de son corps. Son corps, il va générer, ou bien cet agent-là, cette allergie, il va induire une réponse allergique.
en deux étapes. Donc la première étape, c'est le premier contact avec l'agent, avec l'allergène, c'est la phase de sensibilisation. Donc quand l'agent responsable de l'allergie, appelé allergène, pénètre dans le milieu intérieur, il sera reconnu par les lymphocytes spécifiques, les lymphocytes B spécifiques à cet allergène-là. Cette reconnaissance va aboutir à la transformation de ces lymphocytes B en plasmocytes et ils vont produire des antigènes, comme vous le savez déjà, qui ressemblent à Y, à la lettre Y majuscule. Ces antigènes, ils sont d'un type appelé antigène, c'est pas antigène plutôt, ces anticorps sont de type IgE. Ces anticorps de type IgE produits par les lymphocytes B spécifiques à l'allergène, ils vont se fixer par d'autres cellules immunitaires appelées les mastocytes. Donc c'est la fin de la première phase, la phase de sensibilisation. Après, qu'est-ce qui se passe au niveau du deuxième contact? Quand le même allergène entre dans le milieu intérieur de la personne allergique, il va se fixer sur les anticorps de type IgE qui ayant été fixés sur les mastocytes pendant la première phase. Cette fixation, il va aboutir à la libération de contenu de ces mastocytes-là, ces mastocytes qui contiennent des vésicules remplies d'histamine. Quand ils déversent, quand ils rejettent leur contenu, quand elles expulsent, soi-disant, bien elles sécrètent leur contenu de substances, principalement de l'histamine. L'histamine, c'est la substance chimique qui va aboutir à l'apparition des symptômes de la réaction allergique, comme la rougeur, le gonflement, l'œdème, etc. Pour exploiter ce document, il faut écrire un texte qui résume les deux étapes de l'allergie. Pourquoi l'allergologue prescrit des antihistaminiques aux personnes allergiques. Donc, comme j'ai déjà expliqué sur le document, on passe maintenant au texte qui décrit les étapes de la réaction allergique. Donc, en réponse à la première question, la réponse allergique s'effectue en deux étapes. Nous avons la première étape, c'est la phase de sensibilisation. La deuxième étape, c'est la phase de dégranulation. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la phase de sensibilisation? Comme j'avais déjà dit, la première rencontre avec l'allergène induit la production d'une quantité d'anticorps IgE. Donc, il faut retenir que les anticorps IgE, ce sont des anticorps qui sont produits au moment de la réaction allergique. Ces anticorps de type IgE sont produits par des lymphocytes B. Les IgE anti-allergènes ainsi formés se fixent sur les mastocytes. Ces cellules comportent des vésicules riches en histamine. Donc c'est la fin de la première phase, la phase de sensibilisation. En ce qui concerne la deuxième phase, la phase de dégranulation, lors de la deuxième rencontre avec le même allergène, ce dernier se fixe sur les IgE présents à la surface des mastocytes. Cette fixation provoque alors la libération de l'histamine. L'histamine induit alors les symptômes de l'allergie. Chez les personnes allergiques, les allergologues ils procèdent à la prescription d'antihistaminiques aux personnes allergiques. Pourquoi? Parce que ces antihistaminiques, elles éliminent l'effet de l'histamine, cette substance chimique responsable des symptômes de l'allergie. On peut dire qu'ils bloquent les effets bien des symptômes causés par l'histamine. Le deuxième dysfonctionnement du système immunitaire, c'est un dysfonctionnement causé par un virus responsable d'une maladie de sida. C'est la déficience du système immunitaire.
Alors, comment se fait l'infection par le VIH, virus d'immunodéficience humaine? Le sida, au syndrome d'immunodéficience acquise, est une maladie due à un virus, le virus d'immunodéficience humaine. Le virus du sida parasite les cellules immunitaires particulières, les lymphocytes T4. Donc, comme l'indique le document suivant, l'infection ou bien la contamination par le virus du sida se fait en des étapes. La première étape, c'est la pénétration du virus dans l'organisme, la contraction du virus, puis la contamination, la pénétration du virus à l'intérieur de l'organisme. Après la pénétration, le virus du sida, il procède à la multiplication dans les lymphocytes T4. Regardez, après la pénétration, il pénètre à l'intérieur des lymphocytes T4. Pourquoi? Pour se multiplier à l'intérieur de ces cellules-là. Après la multiplication, chaque lymphocyte T ayant donné l'opportunité au virus de sida pour se multiplier, il va libérer de nombreux nouveaux virus et après avoir détruit les lymphocytes T4. Puis l'infection d'autres lymphocytes T4. Pour exploiter, donc regardez ici, nous avons dans ces deux photographies, la photographie du virus, regardez, elle est sphérique, c'est le virus VIH, virus d'immunodéficience humaine, et nous avons ici des virus sortant d'un lymphocyte T4, donc après la multiplication, les virus, bien le lymphocyte T4 infecté va libérer un ensemble, donc beaucoup de virus, et ces virus-là, à leur tour, ils vont pénétrer dans d'autres cellules, dans d'autres lymphocytes T4 pour se multiplier et libérer une grande quantité d'autres virus VIH. Pour exploiter ces documents-là, quel est l'agent infectieux responsable du sida? Cela veut dire le micro-organisme qui cause le sida, la maladie. Puis expliquer comment le virus VIH se multiplie dans l'organisme. Donc à partir d'ici, on peut déjà répondre à la première question. Quel est l'agent ou bien le micro-organisme qui cause le sida? Le sida, c'est la maladie, le syndrome d'immunodéficience acquise. Il est causé par quoi? Par un virus qui s'appelle VIH, virus d'immunodéficience humaine. Comment le VIH se multiplie dans l'organisme, et plus exactement dans les lymphocytes T4? Le VIH pénètre dans l'organisme et ne se multiplie pas dans le sang, ni dans le plasma, ni dans la lymphe, mais il se multiplie dans des cellules du système immunitaire. Ce sont les lymphocytes T4. Cette méthode ou bien cette technique, ce type de multiplication, on en a déjà parlé lors du cours sur les micro-organismes, sur la multiplication des virus. C'est un parasitisme obligatoire, donc on peut dire que le virus du sida, c'est un parasite obligatoire des lymphocytes T4. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela veut dire que le virus T4, le virus VIH, ne peut pas se multiplier qu'à l'intérieur des cellules T4, ou bien des lymphocytes T4. Donc c'est de parasitisme obligatoire. Donc à l'extérieur du lymphocyte T4, il n'y aura pas de multiplication des lymphocytes T4. Donc voilà les réponses. Le virus d'immunodéficience humaine, c'est le VIH, c'est lui qui est responsable du sida, le syndrome d'immunodéficience acquise. Le VIH se multiplie à l'intérieur des lymphocytes T4, c'est du parasitisme obligatoire des lymphocytes T4. Donc on va faire connaître maintenant les étapes de l'infection par le VIH. Donc le document que nous avons ici, c'est un graphique qui nous montre l'évolution de la quantité de virus VIH et de la lymphocyte T4 au cours de la maladie en absence de traitement. Voilà, donc nous avons ici dans l'axe des ordonnées et sur l'axe des abscisses, nous avons sur les ordonnées la quantité
des lymphocytes T4, la quantité d'anticorps anti-VIH et la quantité de virus VIH. Et nous avons ici le temps, des intervalles de temps, 3 à 8 semaines jusqu'à 12 ans, 2 à 4 ans. Voilà, et nous avons ici les symptômes qui apparaissent chez la personne qui a contracté le virus du sida. Donc nous avons la fièvre, la fatigue, la douleur musculaire de 3 à 8 semaines. Jusqu'à 12 ans, pas de symptômes. Au-delà de 12 ans, donc nous avons maladies opportunistes, diarrhée, tuberculose, cancer. Pour exploiter ce document-là, on doit répondre aux 3 questions suivantes. La première, comment évolue la quantité des lymphocytes T4 et de virus VIH pendant les 8 premières semaines? Comment expliquer la diminution de la quantité de VIH après la 8e semaine? Expliquer la déficience immunitaire observée chez la personne contaminée par le VIH après 12 ans. Voilà. Donc, comment évolue la quantité des lymphocytes T4 et de VIH pendant les 8 premières semaines? Donc, c'est ici, c'est cet intervalle-là, coloré en jaune. Regardez, en ce qui concerne les lymphocytes T4, nous avons la courbe verte. Au début, donc, on constate ici, regardez, que la quantité de lymphocytes T4 elle est stationnaire, puis il a suivi une diminution progressive, puis une augmentation. En ce qui concerne le virus VIH, la quantité elle est indiquée ici en courbe rouge. Donc regardez, dès la contamination, qu'est-ce qui se passe? Donc la quantité de virus VIH dans l'organisme augmente progressivement jusqu'à un pic, puis elle diminue progressivement. Comment expliquer la diminution de la quantité de VIH après la 8e semaine? Donc après la 8e semaine, regardez qu'est-ce qui s'est passé. La quantité de virus du VIH, elle a subi une diminution. Pourquoi? Parce que regardez, au moment de la diminution de la quantité de VIH, il faut voir les changements qui ont abouti à cette diminution. La diminution de la quantité de VIH, il concorde avec l'apparition, regardez ici, comme l'indique la courbe en bleu, avec l'apparition d'autres substances dans l'organisme. Ce sont les anticorps anti-VIH. Donc ces anticorps, ils sont spécifiques au virus VIH et ils ont causé la diminution de la quantité de VIH. Elle participe soi-disant dans l'élimination du virus VIH dans l'organisme. Donc on peut dire que c'est une réponse immunitaire humorale. Donc à partir du moment où il y a l'apparition des anticorps anti-VIH dans l'organisme, on peut parler ainsi de quoi? D'une personne qui est séropositive. Ça veut dire quoi? On qualifie une personne de séropositive lorsqu'il est infecté par le VIH et dans son sérum apparaissent des anticorps spécifiques du VIH. Donc à partir de ce moment-là où il y a des anticorps anti-VIH à l'intérieur de l'organisme, et par des tests, le test ELISA, on peut dire que cette personne-là, elle porte du sida, donc il est infecté par le sida, donc il est séropositif. Séropositif, cela veut dire que dans son sérum, on trouve des anticorps anti-VIH. Expliquer la déficience immunitaire observée chez la personne contaminée par le VIH après 12 ans. Donc après 12 ans, donc ici dans cette phase-là, donc au-delà de 8 semaines et jusqu'à 12 ans, c'est une phase ici asymptomatique, pas de symptômes ici. Pourquoi? Parce que la quantité de virus, elle est stable, la quantité des anticorps elle est élevée, et la quantité aussi de lymphocyte T4 elle est encore élevée. C'est pour cela qu'on ne trouve pas de symptômes, parce qu'on peut dire ici que le virus il est en dormance, et donc il ne subit pas de multiplication. Il se trouve à l'intérieur des lymphocytes T4, mais en phase de latence, soi-disant, en dormance. Cette dormance-là, elle sera levée après les 12 ans,
Et à ce moment-là, il y aura une explosion, une augmentation très rapide, exponentielle de la quantité de virus du VIH. En revanche, on insiste à la diminution qui est très très rapide de la quantité de la lymphocyte T4 et aussi des anticorps anti-VIH. Et à ce moment-là, on assiste à l'effondrement de l'immunité de la personne, ce qui aboutit à l'apparition de maladies opportunistes comme la diarrhée, la tuberculose et le cancer. Et à ce moment-là, personne ne perdra la vie. Ce n'est pas par le virus VIH, c'est par les maladies opportunistes. Que ça veut dire maladies opportunistes? Ce sont les maladies qui profitent de l'occasion de l'effondrement, de la chute de l'immunité de la personne pour apparaître et détruire et participer dans la destruction des fonctions vitales de la personne. Donc la diminution ou bien la déficience de l'immunité observée chez la personne contaminée par le VIH après donc les 12 ans, il est explicable par quoi? Par l'effondrement, l'élimination des lymphocytes T4, et comme vous le savez, les lymphocytes T4 ils jouent un rôle très important dans l'immunité spécifique à voie humorale ou bien à voie cellulaire. Ce sont les lymphocytes T4, comme j'avais déjà expliqué, qui participent dans l'activation de la voie humorale et aussi de la voie cellulaire, parce qu'elles permettent la transformation des lymphocytes B en plasmocytes productrices d'anticorps, et elles permettent aussi la transformation des lymphocytes T8 en lymphocytes T tueurs par cytotoxicité en ce qui concerne la médiation cellulaire. Donc les questions, les réponses elles sont déjà là. Vous pouvez, mes chers élèves, les écrire. J'ai déjà expliqué ça, c'est pas la peine de perdre le temps de refaire la même chose. Je passe maintenant à l'affaiblissement du système immunitaire par le VIH. Les lymphocytes T4 jouent un rôle principal dans les réponses immunitaires. Ils coordonnent les réponses immunitaires assurées par les anticorps immunité humorale et les réponses immunitaires assurées par les lymphocytes T tueurs. Donc regardez ici, comme l'indique ce schéma-là, les lymphocytes T4 existent, se trouvent dans le centre de l'immunité spécifique. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui produisent des substances stimulantes, activantes de la voie humorale. Cela veut dire de la transformation de la lymphocyte B en plasmocyte productrice d'anticorps, et aussi de la stimulation de la transformation des lymphocytes T8 en lymphocytes T tueurs qui vont s'attacher, qui vont se lier aux cellules infectées par exemple par les virus pour les tuer par la cytotoxicité. Donc le rôle central des lymphocytes T4 dans la défense immunitaire. Si le virus VH arrive à l'élimination de T4, cela veut dire qu'il a éliminé la réponse immunitaire humorale et qu'il a éliminé aussi la réponse immunitaire à médiation cellulaire. En vous aidant de ce document, expliquez comment le virus VH entraîne-t-elle l'affaiblissement du système immunitaire. Donc le VIH élimine les lymphocytes T4, ces dernières sont indispensables pour l'activation des lymphocytes B et T8 pour déclencher une réponse immunitaire cellulaire ou humorale ou cellulaire. La question qui se pose maintenant, est-ce qu'il y a un traitement ou bien une prévention contre le virus SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise? Actuellement, il n'existe pas de vaccin contre le sida, mais il y a des médicaments qui permettent de ralentir son développement chez une personne séropositive sans la guérir. Ces médicaments activent l'augmentation du nombre de lymphocytes T4 et la diminution de virus VIH en freinant sa multiplication, sans toutefois l'éliminer complètement. On peut empêcher la transmission du sida par les gestes suivants, on peut dire que les habitudes suivantes, par l'utilisation de sang et des objets non contaminés, par l'usage des préservatifs, par l'abstinence sexuelle, la fidélité dans le couple
en encourageant à faire des tests de dépistage. Pour exploiter ce texte-là, quels sont les effets des médicaments pris par les personnes séropositives, c'est une question. Quels sont les comportements qu'il faut adopter pour éviter la contamination par le VIH? Donc, comment utiliser, permettre l'augmentation du nombre de lymphocytes T4 et la diminution du nombre de virus VIH. Pour éviter d'être contaminé par VIH, il faut adopter les comportements suivants, l'utilisation de sang, les objets non contaminés, l'usage du préservatif, abstinence sexuelle, fidélité dans le couple, etc. Merci de votre attention.